maintenant, de quoi sera faite l'année 2020? Avec nous à Québec, Clément Gignac ce soir, vice-président principal et économiste en chef à l'Industrielle Alliance. Clément Gignac, bonsoir. Bonsoir. D'abord, on laisse derrière nous une année exceptionnelle, il faut dire, sur les marchés. On en parlait avec Vincent Delisle hier, mais pas dans l'économie. La croissance a été assez faible. Non, c'est ça qui est paradoxal. Vous savez, en fait, en 2019, on aurait eu droit à un ralentissement économique, la croissance économique la plus faible au niveau mondial en 10 ans, alors qu'on a eu de très bons marchés. C'est à l'inverse en 2018. On avait une bonne économie mondiale qui croissait assez bien à ce moment-là. Les profits étaient d'ailleurs en hausse de 20 aux États-Unis, mais la bourse, comme vous savez, avait livré des rendements négatifs. Donc, les marchands boursiers ont tendance à pas nécessairement suivre exactement l'économie et regardent plutôt en anticipation. Oui. Et faisons de l'anticipation un peu pour 2020 avec vous. Ce soir, on connaît la plus longue période de croissance économique, historique. On ne voit pas, on ne parle pas trop fort de récession. Est-ce que vous êtes même optimiste pour 2020? Oui, je reste optimiste. Vous savez, Gérald, on embarque maintenant dans la 11e année d'expansion économique, là, de croissance économique ininterrompue aux États-Unis. Ça, c'est le cycle économique le plus long là, au cours des 100 dernières années qu'on a pu répertorier. Comme vous savez, ou je l'ai déjà dit, les cycles économiques, ça ne meurt pas de vieillesse. Non. Et le fait que les banques centrales ont vraiment fait un virage à 180 degrés, on ne parle plus de normaliser les taux. On parle que les taux d'intérêt vont rester faibles pendant longtemps, aussi longtemps que l'inflation ne s'accélérera pas. Ça, c'est des conditions gagnantes pour une poursuite du cycle économique. Alors, poursuite du cycle économique avec des taux faibles. Madame Lagarde, qui dirige maintenant la Banque centrale européenne, invite même les pays à investir, à emprunter et à faire des déficits. Oui, pour les pays qui ont quand même un bilan comme exemple l'Allemagne, où que l'endettement du gouvernement est relativement faible, à ce moment-là, d'utiliser l'outil fiscal. Parce que, comme vous savez, en Europe, on a des taux négatifs qui l'ont eu là, une dizaine d'années. Et on voit que finalement, les Allemands, loin de pouvoir dépenser, épargnent davantage, qui fait en sorte que ça fonctionne pas tout à fait et ça crée aussi de la distorsion, puisque ça amène certains investisseurs à prendre plus de risques qu'ils ne devraient. Donc, Mme Lagarde, qui est l'ancienne présidente, vous savez, du Fonds monétaire international, avec toute sa crédibilité, ancienne ministre des Finances également de la France, va mettre beaucoup de pression sur les pays européens pour qu'ils utilisent l'outil budgétaire pour maintenir et soutenir l'économie, je devrais dire. Bloomberg a fait un sondage auprès de dizaines et dizaines d'économistes pour faire les prévisions 2020. Aux États-Unis, 1,8 en 2020. Au Canada, 1,6 la France, 1,2 le Royaume-Uni, 1 l'Allemagne, 0,6 l'Italie, 0,5 le Japon, 0,3 Ça demeure quand même des croissances faibles. Oui, mais il faut voir qu'en Europe, on parle peut-être même d'une certaine réaccélération. On est en pleine récession dans le secteur manufacturier. Non pas qu'on parlait d'une récession économique au niveau global, mais dans le secteur manufacturier, certains pays sont en récession. Donc, on commence à voir avec des conditions monétaires qui sont beaucoup plus assouplies. Et la fin aussi, là, en vue du Brexit, où ça a amené beaucoup d'incertitudes, ça a affecté même le climat d'affaires en Europe, une certaine remontée. Mais ce que je remarque également, c'est que le Canada, la croissance économique du Canada des États-Unis vont être beaucoup plus proches en 2020. Et moi, j'exclus pas, Gérald, que même la croissance du Canada puisse éventuellement, d'ici un an ou deux, dépasser celle des États-Unis, puisque notre croissance démographique est beaucoup plus rapide maintenant au Canada qu'aux États-Unis grâce à l'immigration. On accueille proportionnellement à notre économie beaucoup plus d'immigrants maintenant qu'aux États-Unis? Oui, parce que si on donne des chiffres en valeur absolue, aux États-Unis, alors qu'on avait à l'époque 1,2 million de nouveaux immigrants chaque année, maintenant on est tombé à 600 000. Et au Canada, c'est le contraire, on a une accélération. On reçoit de là maintenant de 400 000 immigrants. Et compte tenu que notre population est 10 fois plus petite que les États-Unis, bien, ça fait toute une différence. C'est ce qui fait que la croissance démographique au Canada va être quasiment de 1 par année supérieure aux États-Unis. Donc, tout ça va faire en sorte que notre PIB, parce que c'est déterminé par la croissance démographique et les gains de productivité, va commencer à ressembler drôlement aux États-Unis. Et ça va avoir de l'impact sur le dollar canadien, tout ça. Et qu'est-ce qui stimule l'économie canadienne également?
Écoutez, évidemment, l'économie canadienne n'est pas uniquement reliée aux ressources naturelles. Oui, il y a eu des vents contraires du côté du pétrole, mais on peut voir au niveau de la nouvelle économie, l'intelligence artificielle dans la région de Montréal et de Toronto, mais aussi toute cette immigration-là force également, parce que ces gens-là doivent se loger, une bonne poussée dans l'immobilier. On le voit dans le secteur des mises en chantier, on demeure au-delà de 200 000 unités par année. Donc, tout ça crée de l'économie et de l'activité dans le secteur des services également qui va très bien. Que va faire la Banque du Canada? Selon moi, la Banque du Canada ne fera rien cette année, mais s'il y a une banque qui doit monter les taux avant l'autre, ce sera probablement la Banque du Canada avant la Réserve fédérale, puisqu'on a un taux directeur qui, dans le fond, en termes réels, est plus faible qu'aux États-Unis parce qu'on a un taux d'inflation plus élevé au Canada qu'aux États-Unis. Donc, probablement que la Banque du Canada ne fera rien dans les 9 prochains mois, mais on pourrait certainement voir la Banque du Canada se mettre en mode action avant la Réserve fédérale d'ici un an et demi. Et ça va influencer le dollar canadien. Moi, je fais la prédiction générale que le dollar canadien ne sera pas très loin des 80-82 sous à la fin de cette année. Ah oui, on est à 77 en ce moment à peu près, là. Oui, puis donc, ça fait plusieurs années qu'on végète. La vraie valeur du dollar canadien, Gérald, est beaucoup plus autour des 82-84 sous. Mais évidemment, ça dépend du prix du pétrole et également de la capacité de transporter notre pétrole à l'extérieur. On a senti un apaisement avec la Chine, mais là, l'instabilité avec l'Iran. Comment vous placez ce nouvel élément là, géopolitique qui vient d'arriver en début d'année? Vous savez, ça prend des experts, puis même les experts en géopolitique sont confondus. À la réalité, c'est toujours des éléments qui amènent une prime de risque et ça pourrait affecter évidemment les marchés boursiers. C'est pour ça que on devrait avoir des rendements positifs à la bourse, mais avec des cuvées beaucoup moins impressionnantes, puisqu'il y aura certainement une prime de risque là, reliée à l'approvisionnement pétrolier, à toute l'incertitude que ça crée au Moyen-Orient, et ça va affecter effectivement les marchés boursiers, mais ça pourrait paradoxalement faire en sorte que le marché canadien va faire mieux que le marché américain, étant donné que les ressources naturelles sont beaucoup plus importantes dans l'indice canadien. Clément Gignac, merci beaucoup et bonne année. Au plaisir, bonne année également.